Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat, de chroniques et de reportages. 90 minutes pour donner du sens à l'actualité grâce à nos invités experts. Et voici le sommaire de ce 21 février. Les États-Unis mettent leur veto à une résolution de l'ONU qui exigeait un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza, mais le soutien américain à Israël devient de plus en plus fragile. L'offensive annoncée sur Rafah où plus d'1,4 million personnes se terrent est de plus en plus contestée. Le Premier ministre palestinien appelle à l'aide. Le monde doit empêcher l'invasion de Rafah. Rafah est désormais un baril d'explosifs et son invasion signifie la chute de milliers de martyrs. Il faut empêcher Israël de commettre cette agression et permettre aux citoyens de rentrer chez eux dans le nord et le centre de la bande de Gaza. L'attaque de Tsahal sur Rafah est-elle inéluctable? Une trêve est-elle encore possible? Réponse dans une minute. Et puis pour notre second thème, cette question: que reste-t-il de la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron, la lutte contre les violences sexuelles faites aux mineurs? La Civise, la commission indépendante chargée de ce combat, a été décapitée. La secrétaire d'État à l'enfance n'a pas été remplacée et le plan Marshall espéré se fait toujours attendre. Pourtant, 160 000 enfants sont victimes chaque année. Un enfant violé ou violenté toutes les 3 minutes. Comment les entendre? Comment les aider? Réponse dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, la situation sanitaire catastrophique dans la bande de Gaza et particulièrement à Rafah. Jonathan Dupriez. À Rafah, 1,5 million de Palestiniens attendent d'être fixés sur leur sort. La ville du sud de la bande de Gaza, qui s'enfonce dans une grave crise humanitaire, est vue par l'État hébreu comme le dernier bastion du Hamas. Sous forme d'ultimatum, Israël promet d'y mener une offensive terrestre si ces 130 otages ne sont pas libérés d'ici le début du Ramadan. Le monde et les dirigeants du Hamas doivent savoir, si d'ici au Ramadan, les otages ne sont pas à la maison, les combats continueront partout, y compris dans la région de Rafah. Nous le ferons de manière coordonnée en facilitant l'évacuation des civils par le biais d'un dialogue avec nos partenaires américains et égyptiens et en minimisant autant que possible les pertes civiles. In dialogue with American and Egyptian partners to minimize the civilian casualties as much as possible. Entre peur et épuisement, l'attente des déplacés de Rafah vire au supplice. Chaque jour, il y a des menaces et des déclarations, et on ne sait plus où aller alors que nous sommes toujours en danger. Jusqu'à quand peut-on tenir dans cette situation ? Nous en avons assez. Jour après jour, nous attendons la mort. Quand une journée se termine et que nous sommes encore en vie, la seule chose qui reste, c'est de remercier Dieu. Pour éviter que le chaos humanitaire ne s'aggrave, une partie de la communauté internationale continue de plaider pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. À l'ONU hier, un projet de résolution a été à nouveau bloqué par un veto américain. Sur une ligne de crête, Joe Biden, lui, réclame un cessez-le-feu temporaire sous condition. J'ai défendu l'idée, et j'y tiens beaucoup, qu'il faut un cessez-le-feu temporaire pour faire sortir les prisonniers et les otages. C'est en cours. J'ai toujours l'espoir que cela puisse se réaliser, et j'espère qu'en attendant, les Israéliens ne procéderont pas à une invasion terrestre massive. En attendant, l'Égypte frontalière du sud de la bande de Gaza se prépare au pire. Le pays s'est lancé dans la construction d'une zone de sécurité pour accueillir un éventuel afflux de réfugiés venus de Rafah. L'offensive israélienne sur Rafah est-elle inéluctable? Pourquoi une nouvelle trêve est bloquée en ce moment? On en débat avec le général Dominique Trinquant. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes ancien chef de la mission militaire française à l'ONU et spécialiste des questions internationales. Pierre Aski, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, journaliste, ancien correspondant à Jérusalem. Et vous venez de publier aux éditions Stock ce livre, Une terre doublement promise, Israël-Palestine, un siècle de conflit. J'accueille Jean-Paul Chagnolot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, professeur des universités, président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Et vous publiez Israël-Palestine, la défaite du vainqueur. C'est aux éditions Actes Sud. Bonsoir Mathieu. Mathieu Constantin, éditorialiste politique. Bienvenue à vous. Il y a aujourd'hui, je rappelle ce chiffre, selon l'ONU, 1,4 million réfugiés à Rafah. Comment imaginer, Général Trinquant, une offensive militaire dans un tel
contexte, dans une telle situation géographique et humaine? Extrêmement difficile. Benny Gantz, qui a été chef d'état-major israélien, connaît bien le sujet, et il exposait tout à l'heure, il ferait en sorte que les Palestiniens puissent partir et avoir le minimum de pertes possibles. Lui-même parle de minimum de pertes possibles, donc ça veut dire qu'il y aurait beaucoup de pertes. Donc c'est extrêmement difficile d'envisager une opération dans ces conditions-là, et c'est pour ça que à peu près tout le monde, on parlait de la résolution tout à l'heure, en fait sur les 15 membres permanents, 13 ont voté pour. Il y a une seule abstention, les Britanniques, parce qu'ils suivaient les Américains, et un veto, les Américains. Au passage, les Britanniques auraient pu se permettre de voter pour, puisqu'il y avait un veto. De toute façon, ça ne passait pas. Donc c'était vraiment... Donc c'est le signe d'une fragilisation, on va dire, du soutien à Israël ? Oui, et je pense que les États-Unis sont en train de préparer une deuxième résolution, une contre-résolution, j'allais dire, dans laquelle le soutien à Israël s'effrite beaucoup. Oui, alors on y reviendra en détail. Il y a cet ultimatum lancé par Benyamin Netanyahou, Pierre Aski, ultimatum au Hamas, libérer les otages avant le Ramadan, sinon nous lancerons l'offensive. Il est factif cet ultimatum? Est-ce qu'on peut dire ça? Il y a très peu de chances qu'il soit entendu. Oui, il n'y aura pas de libération unilatérale des otages par le Hamas. Il n'y a aucune... Il le sait quand il prononce cet ultimatum, Netanyahou. En revanche, il peut y avoir, et la négociation se poursuit au Caire, un accord pour répéter ce qui s'est passé en novembre, c'est-à-dire une trêve, et non pas un cessez-le-feu, il y a une nuance, qui permette la libération des otages ou d'otages en échange de prisonniers palestiniens qui sont dans les prisons israéliennes. Donc cette négociation, elle n'est pas interrompue et malgré les rodomontades de Netanyahou, elle se poursuit via des émissaires israéliens qui y participent. Donc la situation n'est pas totalement bloquée, mais la clé, elle est dans une certaine mesure aux États-Unis. Les États-Unis sont le seul pays qui a véritablement de l'influence sur Israël, c'est incontestable, certainement pas les Européens. Et jusqu'à présent, ils ont essayé d'être sur cette ligne de crête extrêmement fragile où on soutient Israël mais on critique, on trouve qu'il y a trop de victimes civiles. Là, Biden a haussé un peu le ton en disant ça va trop loin. La résolution dont parlait le général, qui est en préparation à l'ONU, demande qu'il n'y ait pas d'attaque de Rafah. Et donc, à quel moment les États-Unis penseront que le coût politique du soutien à Israël deviendra trop élevé. Coût politique en situation interne aux États-Unis. On voit bien que Biden ne peut pas faire une sortie sans qu'il y ait des jeunes qui viennent lui dire tu es complice du génocide. Et puis coût politique international parce que les États-Unis sont aujourd'hui, on l'a vu au Conseil de sécurité, le dernier rempart d'Israël. Alors situation sanitaire catastrophique à Rafah, un témoignage, beaucoup de familles qui n'ont tout simplement pas de quoi se nourrir. On écoute cette déplacée palestinienne. Je veux trouver quelque chose de comestible pour nos enfants. J'ai trouvé parmi les décombres un peu de farine de blé mélangée à du sable. Je l'ai ajouté au fourrage et je l'ai cuite. Nous avons mangé le pain mélangé à du sable et du gravier. Voilà, des familles qui pourraient se retrouver dans quelques jours sous les bombes israéliennes. Jean-Paul Chagnolot, que cherche Netanyahou? On entend qu'il y a une pression qui s'intensifie, on peut dire ça comme ça, autour de lui. Quel est son objectif encore aujourd'hui? Je crois qu'il il le dit lui-même, il est dans une guerre totale. Et dans cette guerre totale, il prend au fond la guerre comme un objectif en soi. Et tout lecteur, même élémentaire de Clausewitz, c'est qu'une guerre, c'est pas un objectif en soi, c'est un moyen. Et donc il faut avoir un horizon politique. Or je crois qu'il n'en a pas. Ou s'il en a un, c'est celui de sa coalition, c'est-à-dire en fait faire ce que vous avez évoqué tout à l'heure, faire en sorte de chasser le maximum de Gazaouis du territoire. Et en fait de liquider la question palestinienne de cette façon-là, c'est-à-dire créer, comme il l'a fait très souvent, des faits accomplis. Et ce qui se passe à Rafah... Et rendre la bande de Gaza... Elle est déjà on voit les destructions, mais inhabitable, mais ils le disent, il suffit de lire la presse israélienne. Moi, je lis la presse israélienne tous les jours et je le constate. C'est ce qui est dit, énoncé. Et je fais le lien avec l'UNRWA. La disqualification constante
et assez radicale par les autorités israéliennes de l'UNRWA relève de la même logique. C'est-à-dire que on rappelle ce qu'est l'UNRWA, c'est l'agence des Nations Unies qui prend en charge sur le plan sanitaire, sur le plan de l'alimentation, sur le plan scolaire, 6 millions de réfugiés palestiniens qui sont, dont 2 millions ou 1,8 million sont à Gaza. Et qui a été mise en cause pour sa trop grande proximité avec le Hamas. Et donc, ils représentent l'UNRWA, c'est au fond la question des réfugiés de 48 qui est toujours là, puisqu'ils sont entretenus par l'UNRWA. Donc supprimer l'UNRWA, faire disparaître l'UNRWA, c'est quelque part faire disparaître la question centrale de la question palestinienne, qui sont les réfugiés. Donc on est vraiment dans cette logique-là, et ce qui est malheureux, et ce qui est terrible, et à mon avis, ça va avoir des conséquences très graves, c'est qu'il n'y a pas d'horizon politique. Moi j'insiste toujours là-dessus, c'est-à-dire que les Européens balbutient un horizon politique, les Américains en parlent beaucoup, mais en même temps ils agissent de manière concrète à l'inverse de ce qu'ils prétendent faire, c'est-à-dire ouvrir un horizon politique. Et donc nous sommes dans ce blocage complet. La guerre en soi, une fois encore, c'est un moyen, et ce moyen, il a été complètement usé là maintenant. On est au bout du bout, je pense. On entendait dans notre sommaire le Premier ministre palestinien décrire Rafah comme un baril d'explosifs, mais pour les réfugiés, ils sont coincés là, donc ils ont pas le choix, comme cet homme, écoutez, qui a été déplacé une dizaine de fois. Les gens peuvent être déplacés une fois, mais moi, depuis le début de la guerre jusqu'à aujourd'hui, j'ai été déplacé une dizaine de fois. Cette fois-ci, j'ai dit que même si je devais mourir ici, je ne partirais pas. Je suis près de la mer, je pourrais me jeter dans la mer, et c'est tout. Les Égyptiens sont à côté de nous, alors s'il le faut, nous passerons la frontière. Dieu sait ce qu'il en est, mais ce qui est sûr, c'est que je ne partirai pas d'ici, même si je dois mourir. Alors Pierre Aski, on a vu dans notre sujet qu'il y avait des préparatifs côté égyptien. Il y a une grille à pousser, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Si des centaines de milliers, non mais je simplifie volontairement, mais si des dizaines de milliers de personnes décident d'essayer de rentrer en Égypte, c'est possible. Oui, mais il y a un contexte à la fois historique et politique. C'est qu'un Palestinien qui quitte la bande de Gaza pour aller en Égypte aujourd'hui ne reviendra plus jamais dans son territoire. Et donc, c'est toute la question historique depuis 1948 qui se pose. Les Égyptiens le savent, ils ne veulent pas être complices du nettoyage ethnique de la bande de Gaza. Vous employez ce terme, nettoyage ethnique. Oui, si vous faites partie d'un peuple entier, c'est du nettoyage ethnique. Et deux, ils ne veulent pas avoir un abcès de fixation chez eux, parce que, on l'a vu au Liban ou ailleurs, avoir 1 ou 2 millions de réfugiés sans espoir, sans perspective sur son sol, c'est évidemment une source de déstabilisation pour l'Égypte, d'autant que le Hamas est une émanation des frères musulmans, que les frères musulmans sont l'ennemi absolu du président égyptien Sisi. Et donc, on a une équation impossible. Après, si demain l'offensive se déroule à Rafah et que des centaines de milliers de personnes veulent fuir, qu'est-ce que vous faites ? Et il n'y a plus d'endroit où aller dans la bande de Gaza, parce que quand on dit déplacer les habitants, mais pour aller où ? 70% des bâtiments de la bande de Gaza ont été détruits. Vous remontez vers le nord, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'infrastructures, il n'y a plus rien, les gens vont retourner dans des immeubles qui ont été détruits. Donc c'est une situation inextricable dans laquelle des mots comme ceux du général Gantz qui dit on va minimiser les pertes sont très éloignés de ce que vivent les gens au quotidien et qu'on entend dans ce documentaire. Je rebondis sur les mots nettoyage ethnique. Est-ce que vous les employez aussi, Dominique Trinquant ? Oui, c'est tout à fait ce qui est en train de se passer. Mais je rebondis aussi sur l'absence de vision politique et l'interview de Benny Gantz. Benny Gantz était aux États-Unis. Je trouve très intéressant que ce soit lui qui soit aux États-Unis. Et dans la deuxième partie de l'interview, où il parlait de la sortie de crise, et il parlait de la mise en place d'un mécanisme, alors il ne parlait pas de Palestine, mais il parlait de la mise en place d'un mécanisme avec un gouvernement technique palestinien. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que depuis le début de la guerre, effectivement... C'est la première fois qu'un haut responsable israélien évoque cette perspective, parce que Benny Gantz, c'est une réelle alternative à Netanyahou. Tout à fait, et qui viennent le faire aux États-Unis au moment... Je rappelle que les Nations Unies sont aux États-Unis, et que donc au moment où se négocie la résolution, c'est extrêmement intéressant, et ça vient en contrepoint de M. Netanyahou, qui lui, depuis le début de la guerre, ne parle que de guerre. Il ne parle que de guerre, il n'a pas de vision politique du tout. Alors que Benny Gantz, lui,
commence à amorcer quelque chose. Or, on sait très bien qu'il pourrait être l'alternative à M. Netanyahou, qui n'a pas d'horizon politique. Alors, Benyamin Netanyahou, je vous redonne la parole tout de suite, Pierre Aski. Évidemment, régulièrement, il réitère, malgré ces discussions qui continuent, hein, vous nous le disiez, parliez de remontade. Enfin bon, il est dans ce discours guerrier. L'offensive aura lieu. On écoute le Premier ministre israélien. Même s'ils parviennent à un accord, je ne peux pas vous le dire d'après les positions délirantes du Hamas, cela ne semble pas si proche, mais même si nous y parvenons, nous entrerons dans Rafah. Il n'y a pas de substitut à la victoire absolue et il n'y a pas de moyen d'atteindre la victoire absolue sans éliminer ces bataillons à Rafah, et nous le ferons. Pierre Aski, vous vouliez peut-être parler de Benny Gantz. Oui, parce qu'en fait, il y a une guerre dans la guerre, et qui est celle du leadership politique, aussi bien du côté israélien que du côté palestinien d'ailleurs. Ce ne seront pas les mêmes leaders qui seront autour d'une éventuelle table dans l'après-guerre. Mais Benny Gantz, il fait partie du cabinet de guerre. Ce qui est intéressant, c'est justement ça, c'est que Benny Gantz, il est à la fois le rival politique de Netanyahou et une alternative possible, et les sondages le disent d'ailleurs en Israël, et il est en même temps dans le cabinet de guerre, et le fait que ce soit lui qui soit allé aux États-Unis pour dire « nous irons à Rafah », c'est pour montrer qu'il y a une unité nationale en Israël sur la guerre. En revanche, il n'y a pas d'unité nationale sur l'après-guerre. Oui. Et c'est là que les Américains jouent ce jeu, où les Américains rêvent d'avoir Benny Gantz comme Premier ministre, comme interlocuteur, plutôt que Benjamin Netanyahou, avec lequel il n'y a aucune confiance depuis très longtemps. Allez, un mot rapide, Mathieu. Emmanuel Macron avait appelé Benny Gantz, d'ailleurs, au début du conflit. Il lui avait passé un coup de fil directement, ce qui était assez inédit d'appeler comme ça un membre du cabinet de guerre, mais qui était dans l'opposition au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Est-ce qu'il y a un moment où ce cabinet de guerre peut se disloquer ou se désolidariser? On va poser la question à Jean-Paul Chaniollo. Moi, je crois que c'est une coalition qui, pour l'instant, tient, parce que chacun a intérêt à ce qu'elle tienne. En particulier l'extrême droite, qui pèse quand même pas mal. Donc, pour le moment, c'est une coalition qui est quand même assez solide. Mais c'est vrai que si la guerre s'arrête, ou plutôt quand la guerre va s'arrêter, les règlements de compte vont advenir, et il est probable qu'il y ait des recompositions. Cela dit, quand on parle de politique, je crois qu'il faut bien distinguer deux choses. Qu'on envisage, par exemple, sur un plan politique, ce que va devenir Gaza est une chose, et probablement quand Gantz est aux États-Unis, on parle de ça. Mais c'est un élément extrêmement ambivalent, parce que la vraie question, c'est il ne faut surtout pas séparer Gaza de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est. Et l'autre aspect du politique, c'est précisément vouloir vraiment sortir par le haut. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Mais enfin, les Américains en parlent, les Européens en parlent. L'Arabie Saoudite l'a évoqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'idée de relancer la notion de deux États et donc avoir un processus de trêve. Et il y a un acteur qu'on a complètement oublié aujourd'hui dans toutes nos discussions et qui est pourtant central, mais est aujourd'hui décrédibilisé, c'est l'OLP. On parle de l'autorité palestinienne, on parle du Fatah, on parle évidemment du Hamas, mais on ne parle pas de l'OLP. Or, l'OLP, c'est l'acteur qui est une fédération d'organisations et qui pourrait, le moment venu, dans des conditions particulières, intégrer le Hamas, ce que le Hamas demande depuis des années. Mais si c'était l'OLP, ça voudrait dire qu'on revient à... Donc il y a encore une possibilité de faire ressortir des interlocuteurs palestiniens présentables, je mets des guillemets. Bien sûr, si on prend l'OLP, il peut y avoir une régénération de l'OLP de manière assez facile, et on convoque un Conseil national palestinien et on fait venir son de personnalités. Oui, vous dites on. Ça devenir les Palestiniens eux-mêmes. Mais je veux dire, si on se bloque sur Hamas, si on se bloque sur l'autorité palestinienne, et a fortiori évidemment sur le Hamas, il y a cette possibilité qui est aujourd'hui complètement ignorée, alors que c'en est une, véritablement. Qui a signé les accords d'Oslo? C'est pas l'autorité palestinienne, évidemment, c'est l'OLP. Et d'où vient l'autorité palestinienne? C'est précisément d'un accord signé par l'OLP avec Israël. Donc c'est une conséquence des accords de l'OLP. Donc c'est pour ça que je dis que l'OLP, il faudrait la revitaliser, mais c'est pas évidemment aux Occidentaux de le faire, c'est aux Palestiniens de prendre ça en charge. Alors je voudrais, si on se place du côté de Benjamin Netanyahou, Dominique Trinquant, il y a cet objectif, même si je suis d'accord avec vous pour dire que finalement, peut-être que son seul objectif, c'est de la guerre et de continuer la guerre pour ne pas être confronté finalement aux éventuelles commissions d'enquête et à ce que le peuple israélien lui reprochera. Mais il y a quand même la volonté d'abattre le plus possible de responsables du Hamas et notamment de responsables militaires du Hamas. Aujourd'hui, ils sont sans doute à Rafah. Donc il y a une logique militaire à essayer d'aller les traquer à Rafah. Écoutez, je pense que la solution qui permettrait de sortir de là, c'est simplement que 6 Noirs soient tués ou capturés. Ça permettrait aux Israéliens de dire « ça y est, on a gagné ». Et de pas... Parce que
la destruction du Hamas, c'est un rêve, ça n'arrivera pas. C'est une idéologie, il y a des gens partout, ça sera très compliqué. En revanche, mais est-ce qu'il est à Rafah? Ça, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? D'abord, je sais que vous ne savez pas, mais est-ce qu'il y a une possibilité Peut-être, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils en ont fait un tel symbole que si ce symbole tombait, ça permettrait de dire, voilà, on a remporté le morceau, et puis de mettre un peu de poussière sur le reste qui ne sera jamais atteint. Puis-je rappeler d'un mot il y a 20 ans exactement, en mars 2004, dans un schéma qui était un peu différent, mais tout de même, c'était le Hamas qui était en première ligne. Les Israéliens ont assassiné, via un hélicoptère qui a tiré un missile, le Cheikh Yassine. Le Cheikh Yassine, c'est rien d'autre que le fondateur du Hamas. Il y a eu aussitôt un successeur qui était Al-Rantissi. 3 semaines plus tard, il était assassiné exactement dans les mêmes conditions. En quoi est-ce que ça a gêné la progression, le renforcement du Hamas? En aucune manière. Et puis un détail... Non, mais ça permettrait... On est d'accord. Il y aurait forcément un remplaçant, mais ça permettrait à Netanyahou de dire ça y est, on a réussi. Je suis d'accord avec vous, mais pas avec Netanyahou. C'est-à-dire qu'il y aurait effectivement cette victoire symbolique, mais ça ne changerait rien au problème, ça le ferait évoluer. Juste un dernier mot d'histoire, c'est que le collaborateur, le secrétaire particulier de Cheikh Yassine dans les années 90, c'était un certain Ismaël Haniyeh. Vous voyez encore la force de ce mouvement qui est très enraciné dans la population palestinienne. Et j'ajouterais que plus la guerre dure, plus il devient populaire, non seulement en Cisjordanie, mais aussi dans le monde arabe. Et dans l'opinion israélienne, je veux bien vous entendre là-dessus, Pieraski, parce qu'il y a eu un sondage publié aujourd'hui disant qu'une majorité israélienne ne croit pas ou plus à une victoire totale de l'armée contre le Hamas. Est-ce que évidemment le traumatisme du 7 octobre, il est encore là, il est encore omniprésent. Il y a la question des otages, il y a la question des morts. Mais est-ce que le soutien à cette stratégie, qui n'en est peut-être pas une de Netanyahou, est en train de s'effriter au sein de l'opinion israélienne? Il y a une ambivalence totale dans l'opinion israélienne. C'est que d'un côté, effectivement, le traumatisme du 7 octobre, il est intact. Il n'a pas bougé et il ne bougera pas tant que les otages ne seront pas revenus. Donc on a une opinion qui a encore chauffé à blanc de ce point de vue-là. Et elle est derrière l'idée de poursuivre la guerre aujourd'hui. Et en même temps, elle critique le personnage de Netanyahou, elle critique sa gestion aussi bien de l'avant que de l'après 7 octobre. Et elle critique aussi cette guerre sans objectif politique. On en revient à ça. Donc on a des gens qui sont extrêmement clivés en eux-mêmes sur cet objectif. Mais pour revenir une seconde sur les Palestiniens, il y a un acteur qui n'a pas oublié l'OLP et qui n'a pas oublié de faire de la politique palestinienne, c'est la Russie. Est-ce que vous savez que la semaine prochaine, la Russie organise à Moscou une réunion avec toutes les factions de l'OLP, le Hamas et le djihad islamique. Et c'est extrêmement intéressant parce que voilà la Russie qui est aujourd'hui dans cette position, alors qu'elle avait de très très bonnes relations avec Benyamin Netanyahou. Il ne faut quand même pas oublier ça. C'était Poutine et Netanyahou étaient les meilleurs amis du monde jusqu'au 7 octobre. Et aujourd'hui, la Russie se pose en fédérateur des Palestiniens. Et c'est un élément de cet échiquier autour de la question de Gaza qui est extraordinaire. Alors, on a évoqué la situation de la diplomatie américaine, cette ligne de crête compliquée. On va revenir avec Audrey Vuettas, qui peut nous rejoindre tout de suite sur ce plateau, sur cette résolution du Conseil de sécurité. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Bienvenue à vous. Et donc, on le rappelle, les États-Unis qui se sont une nouvelle fois opposés à un cessez-le-feu. Oui, je vais vous montrer des images. C'était hier au Conseil de sécurité de l'ONU et vous allez voir les 13 mains levées en faveur du cessez-le-feu. Ça va arriver dans quelques minutes, donc 13 mains en faveur de ce cessez-le-feu. Et puis, dans la foulée, il y a eu cette main seule levée, celle de Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadrice des Nations Unies auprès de l'ONU, vous la voyez, qui se prononce contre cette résolution. À noter qu'il y a eu une abstention, celle du Royaume-Uni. C'est le 3e veto des États-Unis depuis le début de la guerre entre leur allié israélien et le Hamas. Alors pour rappel, le projet de texte discuté hier avait été déposé par l'ambassadeur algérien et il exigeait un cessez-le-feu humanitaire immédiat qui doit être respecté par toutes les parties. Il s'opposait aussi au déplacement forcé de la population civile palestinienne alors qu'Israël a évoqué une évacuation des civils avant une offensive terrestre à Gaza. Je vais vous proposer d'écouter la réaction de Riyad Mansour, c'est l'ambassadeur palestinien auprès des Nations Unies. It is absolutely reckless
Ce veto est absolument irresponsable et dangereux, et il protège une nouvelle fois Israël, alors même qu'il commet les crimes les plus choquants, tout en exposant des millions de civils palestiniens innocents à sa colère et à d'autres horreurs indicibles. Ce n'est pas Israël qui devrait être protégé par le veto. Ce sont les enfants, les femmes et les hommes palestiniens qui doivent être protégés par l'action immédiate de ce Conseil. Audrey, pourquoi les États-Unis ont-ils une nouvelle fois mis leur veto à cette demande de cessez-le-feu, malgré la pression internationale? Alors ce n'est pas une surprise, Ils avaient prévenu dès ce week-end. En effet, ils estiment que cette résolution aurait mis en danger les négociations diplomatiques sur le terrain pour obtenir une trêve et une nouvelle libération d'otages. Dans ce contexte, ils ont prévu un projet alternatif de résolution. C'est une première depuis le début du conflit. Ce projet évoque un cessez-le-feu temporaire à Gaza dès que ce sera réalisable. Il évoque aussi la libération des otages. Et puis en ce qui concerne Rafah, le texte prévient qu'une offensive terrestre d'ampleur ne devrait pas avoir lieu dans les conditions actuelles. À noter, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un cessez-le-feu qui n'est pas immédiat et sous condition, mais c'est la toute première fois que les États-Unis évoquent les termes de cessez-le-feu. Jusqu'à présent, ils y étaient systématiquement opposés, Thomas. Merci beaucoup. Audrey Trinquant, je me tourne vers vous, parce que vous avez évidemment l'expérience des tractations aux Nations Unies. Je vais vous poser une question volontairement naïve. Est-ce que dans ce cénacle, les ennemis se parlent? On a vu l'ambassadeur palestinien aux Nations Unies. Est-ce qu'il peut y avoir, secrètement évidemment, de vrais contacts entre les ennemis? Dans les couloirs, toujours. Dans les couloirs, tout le monde se parle. Maintenant, la résolution en question, compte tenu de ce qui se passe effectivement du côté de Moscou, je vois assez mal Moscou laisser passer la résolution. La nouvelle résolution américaine. La nouvelle résolution américaine. Ils ne veulent pas donner un point aux Américains sur ce sujet-là. Donc on est toujours dans cette difficulté au Conseil de sécurité où vous avez le veto américain quand ça concerne Gaza, le veto russe quand ça concerne l'Ukraine, et dans le cas présent, la Russie ayant fait son choix du côté palestinien, probablement une opposition encore. Mais sinon, pour répondre à votre question, oui, les gens se parlent toujours. Si c'est pas au niveau de l'ambassadeur, c'est au niveau du numéro 2. Les gens se connaissent très bien. Aux Nations Unies, ils vivent tout le temps ensemble. Donc dans les couloirs, ils se parlent beaucoup. Quand ils sont là, vous voyez, la grande salle, ils se sont parlé avant dans la petite salle. Et donc, il n'y a aucune surprise quand on arrive à la grande salle. Ils ne font que lire le papier qu'ils ont reçu de leur capitale. Alors que quand ils sont dans la salle derrière, ils parlent de façon beaucoup plus libre. Jean-Paul Saniolo, on se pose la question de qui pourrait stopper Netanyahou avant cette offensive annoncée sur Rafah. On a parlé de l'initiative russe. Qui, à part les Américains? À part les Américains, je vois les Américains. D'accord. C'est-à-dire qu'en réalité, dans un monde un peu différent, j'imagine que les Européens, mais là il faut vraiment beaucoup d'imagination, ils sont divisés. Et puis à une autre époque, j'aurais dit la France, parce que la France, elle aurait très bien pu reposer des fondements d'un projet politique, d'un accord politique. Elle l'a fait à certains moments, finalement. Elle a joué un rôle important. Or, la France est... Enfin, je ne veux pas être trop critique, parce que c'est facile d'être critique, mais enfin, de ce que je sais, de ce que je connais, les autorités françaises, comme on dit, sont tout de même dans un certain désarroi. Alors, justement, en fait, ils n'ont pas de référence, et pour discuter avec certains d'entre eux, je vois à quel point il y a des opinions très contradictoires, et il n'y a aucune position qui pourrait vraiment faire référence et forte. Quoi. Je vais vous laisser développer cette idée autour de la diplomatie française. Mathieu, il y a quand même eu récemment cette déclaration d'Emmanuel Macron. Il durcit le ton face à Benyamin Netanyahou. Oui, depuis une semaine. En tout cas, c'est vrai qu'il y a eu des changements depuis le début, depuis les massacres du 7 octobre, mais depuis une semaine, l'ambiance a quand même radicalement changé entre Paris et Tel Aviv. Il y a eu un échange téléphonique mercredi dernier, où le président de la République a déroulé une forme d'offensive diplomatique sur 3 points. D'abord, sur le conflit, Emmanuel Macron a dit à Benyamin Netanyahou que les opérations militaires à Gaza devaient cesser, jugeant le bilan humain et la situation militaire intolérable. C'est la première fois qu'il utilise ce mot pour qualifier la situation là-bas. On est très loin, vous vous souvenez quand même, du droit légitime d'Israël à se défendre qui avait été prononcé après le 7 octobre, à l'époque où cette cause est juste, point final, disait Emmanuel Macron. Deuxième point, la Cisjordanie. Emmanuel Macron a condamné avec des mots très durs la politique de colonisation israélienne, a appelé au démantèlement des avant-postes qu'il juge illégaux, et il a appelé à mettre un terme aux violences commises par certains colons contre les civils palestiniens. Et puis troisième point, enfin, le rappel historique de la position française de la solution à 2 États.
Et histoire d'enfoncer le clou, 2 jours plus tard, il reçoit le roi Abdallah de Jordanie à l'Élysée. Et là, Emmanuel Macron, pour la première fois, dit que la reconnaissance d'un État palestinien n'est pas un tabou pour la France, ce qui veut dire en fait que Paris pourrait reconnaître l'État palestinien de façon, j'allais dire, unilatérale, si jamais Israël ne s'engageait pas dans des négociations pour cette solution. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, il a livré une sorte d'explication de texte ce lundi dans l'Humanité. Et oui, deuxième salve. Alors, Emmanuel Macron, qui n'apprécie guère, vous savez qu'on souligne son côté un peu erratique, en tout cas changeant sur le plan diplomatique, même sur le plan politique tout court, a expliqué les raisons de ce durcissement. Alors, le drame des populations civiles à Gaza, évidemment. Pour lui, l'offensive annoncée à Rafah serait un point de rupture. Et il ajoute une considération, j'allais dire, de philosophie politique ou géopolitique, expliquant que si Israël se targue d'être la seule démocratie dans la région, eh bien, Israël a des obligations et qu'une démocratie ne peut pas faire ce qu'Israël est en train de faire, dit le président. C'est un message d'autant plus fort, explique-t-il, qu'il sait que le cabinet de guerre est divisé, donc c'est une forme de pari pour la suite. Et puis, d'une certaine façon, il peut se permettre ce message fort aujourd'hui, sans risque de passer pour un ennemi de l'État hébreu aux yeux de l'opinion publique, notamment depuis qu'il a fait cette commémoration pour honorer les victimes du 7 octobre aux Invalides. Oui, effectivement. Sur le rôle de la diplomatie française, vous avez commencé à nous en parler, je vous redonnerai la parole, mais Pierre Aski, il y a quand même eu, je crois, des négociations, enfin une partie des négociations qui se sont déroulées à Paris il y a quelques jours. Ça veut dire qu'on n'est pas totalement hors jeu. Oui, pour être très honnête, on est hors jeu au sens où on n'a pas d'impact. La France, et ça a été très bien dit par Jean-Paul Chagnelot, et l'Europe ne sont pas des acteurs qui peuvent aujourd'hui peser sur la décision. C'est triste à dire, mais d'abord parce que l'Europe est divisée, et ne serait-ce que parce que l'Allemagne, pour des raisons historiques, ne veut strictement rien faire qui puisse nuire à Israël. Et donc, vous ne pourrez pas avoir une décision à 27 forte sur le conflit israélo-palestinien. C'est totalement impossible et ça limite l'impact. Après, la France est présente sur ce qui se passe au Liban et il y a une initiative américano-française sur le Liban parce qu'on a un rôle particulier, parce qu'il y a des troupes françaises aussi dans la finule à la frontière. Et on a essayé de jouer un rôle sur le plan humanitaire. Mais sur le plan du règlement politique, que ce soit celui de l'arrêt de la guerre ou celui de l'après, il faut bien être honnête, aujourd'hui, la France n'est pas un acteur majeur. Allez, dans l'ordre, on va dire. Mathieu, je vous redonne la parole juste après. C'est pour ça. On avait autrefois une position quasi statutaire au Proche-Orient. Aujourd'hui, on ne l'a plus et on n'a même pas de levier. Il n'y a pas de levier économique. Comment on peut faire pression et avec quels moyens sur Israël ? Oui, il y a quelque chose. Alors c'est un peu de la nostalgie, radio-nostalgie, je vais vous faire, mais c'est vrai qu'à une époque, il y avait ce qu'on appelait la voix de la France. Alors on se souvient tous de Chirac, par exemple, pour monter à Mitterrand ou à De Gaulle, où vraiment il y avait une posture qui ne bougeait pas. Et dans ce que vous avez décrit, c'était très intéressant, mais c'est aujourd'hui. Mais hier, vous m'auriez fait un éditorial différent. Et il y a un mois, vous m'auriez parlé de la coalition Daesh, qui aurait consisté très concrètement ce que ça voulait dire. Si on voulait bombarder le Hamas partout, il fallait bombarder aussi à Jérusalem-Est, car il y a aussi des cellules à Jérusalem. Je veux dire qu'on était dans une absurdité totale lorsqu'il a énoncé cette fameuse coalition. Quand Emmanuel Macron propose une coalition sur le modèle de celle qui c'est du passé. C'est du passé. Mais si vous voulez, ça c'est quelque chose que... Alors là, je fais effectivement de la nostalgie. J'imagine pas Chirac faire un rétropédalage comme ça. Il avait une position claire sur l'Irak. Il a une position claire qu'il a payé cher d'ailleurs cette affaire. Je veux dire que Mitterrand a fait un discours à la Knesset en 1982 qui était d'un courage inouï, sans revenir jusqu'à De Gaulle. Donc on avait là une espèce de... On avait des chaînes qui étaient enracinées, qui disaient des choses. Et c'était déjà un point de repère. Aujourd'hui, moi je reviens du Maghreb... C'est perdu depuis combien de temps Nicolas Sarkozy ? Moi, je mettrais la bascule autour de Sarkozy, oui. Ouais. Sarkozy a continué à faire des choses. Et puis, avec Hollande, ça s'est un peu... Hollande avait une vision assez, disons, floue, on va dire ça comme ça, pour être aimable. Et je connais bien de l'intérieur de ce qui s'est passé. Oui. Donc, franchement, et puis avec Macron, c'est sans arrêt différent. Et les collaborateurs de Juste un mot, allez-y. Sans faire des choses personnalisées, bien sûr, mais ils ont changé. Il y en a un qui reste en place, mais d'autres qui changent. Et les opinions sont très différentes. Ils ne sont pas d'accord. Et donc, on a ce flottement. Donc, ce que vous avez dit est effectivement le moment. Là, c'est bien, mais espérons que ça soit vraiment l'enracinement de la position française et qu'elle devienne en acte, qu'elle se transforme en acte. Et c'est ça la vraie question. Dominique Trinquant.
Oui, moi je pense que la France fait ce qu'elle peut. Elle fait ce qu'elle peut pour l'extension. Alors on a parlé du Liban, c'est non seulement parce qu'il y a des casques bleus français là-bas, j'ai commandé un bataillon là-bas, donc je connais assez bien la situation là-bas, mais aussi parce qu'on peut parler avec le Hezbollah. Et ça évite l'escalade. Deuxième point, ce qui se passe en mer Rouge, avec les Houthis, la France a été à la manœuvre pour envoyer une mission de l'Union européenne, d'ailleurs une frégate française, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, a détruit un certain nombre de drones qui attaquaient des bateaux. Et puis... Mission défensive, c'est ça. Oui, mission défensive, tout à fait, très différente de la mission américaine. Hein. Et puis, dans les négociations... Il y a eu une négociation et à la fin de la semaine, ils viendront aussi à Paris. Donc là, c'est pas qu'il est à la manœuvre sur la négociation, c'est qu'on prête les moyens pour pouvoir faire la négociation. Hein. C'est autre chose. Pour une position française, je pense que la grosse difficulté, ça vient de l'Europe, effectivement. C'est que la France ne veut pas avoir une position singulière au sein de l'Europe, elle veut qu'il y ait une position européenne. Or, en ce moment, il n'y a pas de position européenne, c'est pas possible. Entre les Allemands, les Néerlandais, etc., on n'y arrive pas. Donc, oui, mais il y a eu une époque où on s'en affranchissait du fait qu'il il y a une époque, oui, mais il y a eu une époque où on n'avait pas forcément la volonté d'avoir une position européenne, d'avoir une position politique sur la diplomatie, sur la défense, etc. Aujourd'hui, il y a une volonté que ce soit des positions européennes. Alors, sur l'Ukraine, on a réussi, et sur Gaza, on n'y arrive pas. Un dernier mot sur la France, et on revient aux États-Unis après. Je suis un peu en désaccord, parce que Giscard d'Estaing a parlé au nom de la France et au nom de l'Europe à un moment donné. L'Europe n'était pas l'Europe qu'elle est aujourd'hui. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, il y avait quand même un chemin qu'il montrait, et c'était important à l'époque. À l'époque, l'Europe s'est manifestée à travers une position de la France. À l'époque de Giscard d'Estaing? Il y en avait un peu moins. D'accord. Ah bah oui, ça compte beaucoup. Mais en même temps, juste une remarque encore, c'est quand même un peu tristounet. Parce qu'on dit, on peut rien faire parce qu'on est alors en Europe. Alors qu'on pourrait à l'inverse dire, on va essayer d'impulser quelque chose. Et il y a quelque chose qui s'appelle la géométrie variable. Et si on n'est pas capable d'avancer à 27, ce qui est évident, on peut avancer à 4, 5 ou 6. C'est une formule très classique en Europe. Sinon, l'Europe, sur beaucoup de sujets, serait restée complètement immobile. Et les Espagnols, les Irlandais ont des positions très largement en avance. Comment ? Les Belges aussi. Les Belges. Donc en fait, on pourrait avoir un groupe de pays européens qui montre quelque chose au Sud global. Parce qu'un dernier mot, c'est que je trouve, en tant qu'Européens, cette fois-ci, qu'on se disqualifie par rapport à nos positions sur la question de Gaza et du conflit israélo-palestinien aujourd'hui, par rapport au reste du monde. Regardez en Amérique latine, je ne parle pas du monde arabe, parce que alors là, c'est terrible. J'étais au Maroc il y a quelques jours, franchement, l'image de la France, pourtant, la Tunisie, c'est pareil. Bref, le Liban, y compris au Liban, qui est quand même un pays proche. Donc on a perdu tout ça. Et c'est pour ça que je pense qu'indépendamment de ce que vous évoquiez sur l'Europe, même si je suis d'accord en partie, bien sûr, mais que la France montre une voie. Alors, là, avec ce que vous avez dit, elle est en passe de le faire peut-être. Allez, on va être optimiste. Il nous reste un peu plus de 5 minutes dans ce débat. Je voudrais qu'on reparle, parce qu'on l'a évoqué, du rôle finalement de la diplomatie américaine qui travaille toujours pour négocier une nouvelle trêve. On écoute Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, c'était il y a quelques jours. Nous sommes actuellement en train de travailler avec nos homologues du Qatar, de l'Égypte et d'Israël, et ce de manière très intense dans le but d'essayer de trouver un accord. Et je crois que c'est possible. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a des questions très, très difficiles qui doivent être résolues. Mais nous sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aller de l'avant et voir si nous pouvons parvenir à un accord. Alors, je voudrais comprendre ce qui se passe, Pierre Aski, parce qu'il y a à la fois les discussions pour essayer d'obtenir une nouvelle trêve. Est-ce que, en même temps, il y a des discussions pour commencer à actionner l'hypothèse d'une initiative de paix beaucoup plus globale? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça se mène de front? Oui, il y a deux niveaux de discussion, et ce ne sont pas les mêmes interlocuteurs d'ailleurs, qui sont à la manœuvre. Il y a la discussion du Caire qui est entre, d'un côté, le Qatar et l'Égypte, qui sont les intermédiaires avec le Hamas, de l'autre côté, les États-Unis et évidemment Israël. Et de l'autre côté, vous avez... Et c'est peut-être là que les Américains sont le plus pertinents, parce qu'on voit bien que sur la trêve, ils ont beaucoup de mal à se faire entendre de Netanyahou, si tant est qu'ils tentent réellement de le faire. Mais sur l'après-guerre, ils sont en train de préparer une sorte de plan avec, en particulier, les Saoudiens. L'Arabie Saoudite est aujourd'hui le pays clé de l'après-guerre. Pour quelle raison? C'est que l'Arabie Saoudite, c'est le pays qui n'avait pas encore conclu les accords d'Abraham, qui était sur le point de le faire. Les accords d'Abraham, c'est les accords entre Israël et un certain nombre de pays arabes,
ces dernières années, donc en particulier les Émirats Arabes Unis, le Maroc, le Soudan et les Palestiniens se sont aussi rappelés à ces pays arabes qui étaient en train de normaliser leurs relations avec Israël. Ces accords se faisaient par-dessus la tête des Palestiniens et tout le monde acceptait cette idée que la question palestinienne n'existe plus. Aujourd'hui, les Saoudiens, qui étaient sur le point de conclure cet accord avant le 7 octobre, disent aujourd'hui on est toujours partant pour renouer des relations avec Israël, mais il faut un engagement irréversible, c'est la formule qui est employée, vers un État palestinien. Et dans le plan qui serait présenté, dont on parle beaucoup dans la presse américaine, les États-Unis et l'Arabie saoudite en particulier offriraient à Israël cette insertion régionale, donc c'est le projet des accords d'Abraham, avec la contrepartie, la création de cet État palestinien. On revient au plan FAD, on est 20 ans en arrière et avec un plan qui avait été rejeté à l'époque par les Israéliens et qui aujourd'hui, évidemment, se fait dans un tout autre contexte. Ouais, ce qui, d'une certaine façon, Jean-Paul Chagnollo, donnerait raison au Hamas d'avoir commis ces atrocités le 7 octobre. Enfin, c'est la réalité. Vous savez, tous ceux qui s'intéressent à cette question, je me situe avant le 7 octobre, étaient certains, sûrs, qu'il y aurait une éruption de violence quelque part. Cette affaire d'accord d'Abraham, cette normalisation en piétinant les droits des Palestiniens, c'est impossible. On ne piétine pas comme ça les droits d'un peuple. Et donc, beaucoup de ceux qui s'intéressent en faisaient partie. J'entends votre question. Et donc, plaçons-nous du côté de l'opinion israélienne. Comment accepter une telle solution alors que, vous nous le dites, les plaies du 7 octobre sont à vif et le seront encore pour de longs mois, voire de longues années. Je distingue une chose, c'est-à-dire que ce surgissement de violence était inéluctable. J'avais évidemment pas pensé que ça viendrait comme ça, et surtout pas sous cette forme terrible. Je pensais que ça viendrait plutôt de la Cisjordanie, et d'ailleurs l'armée israélienne était... Oui, le pensait aussi, parce qu'elle était beaucoup plus déployée dans cette partie. Donc c'était une évidence que ça se passerait, qu'il y aurait une violence. Mais bon, comment ? Mais maintenant, il y a une chose qui est terrible, c'est que l'opinion... Si on faisait aujourd'hui un référendum en Israël sur la question du nettoyage ethnique que vous avez évoqué, je crains que, j'en sais rien, mais qu'il y ait une majorité. C'est-à-dire que le traumatisme est si fort qu'on veut voir disparaître les Palestiniens. Oui, et dans le même sondage, il y a une large majorité d'Israéliens qui se prononcent contre la création d'un État palestinien. Bien sûr, mais plus encore, qui voudraient voir disparaître. Donc on est dans une situation qui est terrible de ce point de vue-là et qui risque de bloquer beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de sortie vers le haut et de solution politique s'il n'y a pas une forme d'intervention non pas de la communauté internationale, mais du Conseil de sécurité, des Européens, enfin vraiment une intervention internationale, avec aussi pour la mise en place quelque chose qui ressemblerait à une force multinationale qui pourrait d'ailleurs composer de Saoudiens ou de pays arabes. Ça serait, c'est pas impensable en tout cas. Alors, je confirme tout à fait, les contacts que j'ai à Jérusalem disent tout à fait ça. Les Palestiniens ne veulent plus entendre parler, y compris les Palestiniens qui travaillaient en Israël. Aujourd'hui, il y a un problème économique en Israël parce que tout simplement, il n'y a plus de travailleurs palestiniens. Ils ne veulent plus les admettre. Et donc, le choc, l'explosion, oui, parce que les accords d'Abraham, on voyait venir les choses. On se dit, c'est pas possible. Ils ne parlent absolument pas de la Palestine. On peut pas sauter au-dessus comme ça. Mais le problème, c'est la nature de l'attaque du 7 octobre, qui rend toute discussion impossible après. Et la seule chose qui peut rendre un peu d'espoir à cette situation bloquée. Et moi, la première fois que je suis allé en Israël, c'était en décembre 1973. Donc 2 mois après la guerre d'octobre 1973, qui avait été la guerre dans laquelle Israël a failli perdre. C'est sans doute la plus dangereuse pour l'État d'Israël. Personne, à l'époque, n'aurait parié un centime que 4 ans plus tard, le président du plus grand pays arabe serait à la Knesset en train de faire un discours de paix. C'est ce qui s'est passé avec la visite de Sadat et la reconnaissance... Président égyptien, évidemment. Donc dans un climat de guerre, de tragédie, des otages, etc., vous ne pouvez pas attendre des gens qu'ils soient aujourd'hui prêts à ouvrir les bras à ce qu'ils considèrent leur ennemi. Dans un autre contexte, avec une perspective politique, des garanties internationales et un bouleversement stratégique, vous ne pouvez pas exclure que ça se fasse. Un tout dernier mot, c'est vraiment la conclusion de l'émission. Non, je crois simplement que ce qui est possible avec les États arabes, ce qui a été évoqué, c'est vrai, sauf que là, la question palestinienne est au cœur vraiment de tout. Et s'il n'y a pas une intervention internationale très forte, les sociétés aujourd'hui...
moi qui connais ce sujet depuis des années, je n'ai jamais vu ces sociétés à ce point dans l'hostilité, la haine et la violence. Et un dernier mot encore, c'est que la souffrance de l'autre ne compte absolument pas. Et c'est vrai dans les deux situations. Et dès lors, tout peut se passer, y compris le pire. C'est pour ça qu'on peut s'attendre peut-être à quelque chose de terrible si cette offensive terrestre a lieu à Rafah. Et malheureusement, le militaire n'ouvrira pas le politique. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vais rappeler les titres de vos livres, Pierre Aski. Une terre doublement promise, Israël-Palestine, un siècle de conflit qui vient de paraître aux éditions Stock. Et puis Jean-Paul Chagnolo, Israël-Palestine, la défaite du vainqueur. On est aux éditions Actes Sud. Merci encore et à bientôt sur Public Sénat.